Allez, j'attaque. Donc bonjour, j'espère que vous avez passé un bon salon. On est sur la fin, je parle pas assez fort, c'est ça? On m'entend pas? Si, ok. Donc ce qu'on va se proposer de discuter, ou du moins ce que je vais tenter de présenter maintenant, c'est en gros en quoi concevoir et fabriquer en France est un atout commercial, et du moins comment nous, maison Cellaire, quel est l'angle qu'on va prendre pour exister dans un monde très concurrentiel en tant que concepteur et fabricant français de solutions d'aménagement commercial, de meubles retail. Je me présente peut-être rapidement. Donc, moi, je m'appelle David Guillermet, je suis responsable du bureau d'études et de la R&D chez Maison Cellaire. Voilà. Hop. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, de manière très triviale, on sait que, et c'est le postulat qu'on va prendre, l'angle qu'on va prendre, la guerre des prix, si on veut être présent uniquement sur une guerre des prix, on sait qu'on est très difficilement, on va très difficilement la gagner cette guerre. Donc il faut pouvoir proposer d'autres choses. On peut proposer du label Made in France. Est-ce que ça suffit? Alors oui, ça joue forcément, hein. Tout le monde est beaucoup plus sensible au Made in France. C'est quand même gage de qualité, gage de durabilité, gage de certains savoir-faire. Donc le Made in France permet d'exister dans on va dire cette compétition. Mais notre parti pris à nous, c'est que plutôt que de se battre sur les prix, on va se battre sur la valeur ajoutée, la valeur qu'on apporte à nos produits. Et comment on apporte de la valeur? Alors il y a plein de solutions, hein. Il y a la personnalisation, l'adaptabilité, la réactivité, autant d'un point de vue réactivité au moment de la conception, du design, mais aussi de la réactivité en tant que au niveau de la rapidité d'exécution, la rapidité de fabrication et de livraison des produits. La capacité aussi à être sur des petites et moyennes séries, ce qui permet pour le coup d'être plus souple, aussi plus réactif, plus créatif, de faire davantage de personnalisation, d'être sur des produits plus durables, des produits donc avec une qualité aussi plus soignée, et de proposer aussi des services additionnels qu'on ne va pas forcément voir sur une concurrence, on va dire, plus large qu'une concurrence européenne. Et donc, le parti pris, c'est répondre différemment. Répondre différemment, mais comment on va faire pour répondre différemment ou pas, comment dire, questionner la demande de manière à vraiment répondre à la problématique du client et en la remettant en question pour vraiment répondre à des usages plutôt qu'à à des besoins qui vont être formulés ou non exprimés par le client. Comment on va faire pour pas tomber hors sujet, pas être hors budget, pas être hors délai? Et ça demande une certaine méthode sur laquelle je viendrai après. Avant ça, quelques petits points importants. Alors pour certains, c'est peut-être basique, ou c'est peut-être j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Mais si je reviens sur la notion de valeur, la valeur c'est quoi? C'est tout simplement la fonction sur le coût. D'accord, valeur égale fonction sur coût, ça paraît tout bête, mais les valeurs d'usage, les valeurs d'estime, si on ne peut pas baisser les coûts, coûts économiques, coûts humains, l'énergie pour réaliser un projet, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour apporter de la valeur? C'est apporter davantage à coût équivalent, apporter davantage de fonctions d'estime, esthétique, style, design, de fonctions d'usage, rendre davantage de services, rendre le produit plus pratique, rendre le produit plus robuste, rendre le produit... Enfin voilà, vous m'avez compris, je pense. Et une chose qui est très importante à bien saisir, c'est qu'il ne faut pas confondre fonction et solution technique. On remarque que souvent, quand on a des demandes de clients,
et ben, dans le cahier des charges, on peut avoir des orientations qui ne sont peut-être pas des bonnes orientations et qui contiennent dans le besoin des débuts de solutions techniques. Je prends un exemple où on va nous dire ah, je veux une vitrine comme ça qui présente tel type de produit, des lunettes, voilà, et je veux des réglettes LED. Sauf que mettre des réglettes LED, en fait, c'est une solution technique. C'est pas un besoin, c'est pas une fonction. Le besoin, si on est sur une vitrine qui présente des lunettes, par exemple, le besoin, c'est de mettre en valeur les produits, faire en sorte qu'ils soient visibles. Et un éclairage, c'est quoi? Un éclairage, il y a deux types d'éclairage. Il y a de l'éclairage fonctionnel, donc qui permet de mettre en valeur le produit, qui permet de le voir, et il y a de l'éclairage d'ambiance. Donc rendre le produit plus séduisant, inviter à venir voir le produit. Donc ça, c'est deux usages vraiment différents. Là où je veux des réglettes LED est une solution technique et peut-être pas la bonne solution technique pour servir cet usage. Voilà, je continue. Autre notion importante, tout projet. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous faites vous, mais en tout cas nous c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et moi je ne connais pas d'autre manière d'arbitrer sur un projet ou les attendus d'un projet. On va croiser trois éléments importants qui sont toujours le coût, le délai, la performance. Alors on peut aussi ajouter un quatrième axe qui est la sécurité. Mais la sécurité, en fait, c'est pas quelque chose avec laquelle on négocie, donc c'est pour ça qu'on la fait pas toujours figurer, parce que c'est un prérequis, la sécurité, on peut pas faire d'impasse dessus. Donc, on va arbitrer coût, délai, performance. Donc performance, c'est quoi, hein? C'est forcément l'apport de valeur, c'est toutes les qualités intrinsèques du produit, c'est tous les services qu'il va rendre. Et le délai, ça va être le délai d'étude, de conception, délai de réalisation, tout ce qui va être relatif au temps jusqu'à la livraison du produit. Et puis coût, on y en a déjà parlé, c'est le coût économique, c'est le coût humain, c'est l'énergie à dépenser pour faire le projet. Donc schématiquement, on peut avoir plein de typologies différentes pour arbitrer tout ça, mais si on prend le projet ou le produit qui est vert, forcément, là on est sur un coût extrêmement bas. D'accord, il faut le lire dans le sens plus on est élevé sur le coût, plus on a une performance coût qui est intéressante, donc moins le coût est important, hein. Donc le produit vert, typiquement, c'est un produit qui est peu coûteux, qui apporte peu de différenciation, peu de services, peu de fonctionnalités additionnelles. Et par contre, on a une performance délai qui est assez faible. D'accord ? Donc typiquement, on va être sur un produit acheté en Asie ou sur d'autres continents. D'accord ? Le produit jaune, là, pour le coup, lui, il rend beaucoup de services, il a des fonctionnalités très intéressantes. Au niveau coût, il est quand même un peu moins intéressant que le produit vert. Mais en termes de délai, on peut arriver à y avoir accès un peu plus rapidement. Et le produit bleu, pour le coup, lui, il est très performant en termes de délai. On l'a très rapidement, mais il est très coûteux. Et en termes de fonctionnalité, il peut être un peu moins intéressant. Voilà. Donc il y en a plein d'autres cas de figure comme ça, hein, mais c'est pour illustrer un petit peu comment on peut arbitrer différents types de résultats d'un projet avec ce genre de critères. Ensuite, donc c'est bien beau de dire tout ça, comment on va procéder, du moins chez nous, quelles sont nos méthodologies, quelle est notre démarche pour arriver à répondre à cette promesse qui est on vous apporte de la fonctionnalité, on vous apporte de la séduction, de l'usage, et par contre, au niveau du coût, on aura plus de difficultés à s'aligner. Moi, j'en connais pas 50 des méthodologies, hein. Nous, on va employer celle de l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, pour ceux qui connaissent, c'est toujours la même démarche. Alors, on va apporter plus ou moins de lourdeur aux outils qu'on utilise. Mais la démarche, c'est donc on va clarifier le besoin, on va questionner le besoin avec le client, on va coécrire, on va le pousser un petit peu dans ses derniers tranchements pour vraiment remonter aux besoins racines qu'il a. Ensuite, on peut aussi se poser la question du cycle de vie, observer tous les usages différents que le produit va avoir
de sa mise en place dans le magasin, son usage en magasin, son recyclage, peut-être sa fin de vie. Suite à ça, on va énoncer les fonctions et on va les hiérarchiser. On va se forcer à confronter les fonctions, les besoins un à un, pour être sûr de ne pas apporter, de pas mettre tout le budget du produit sur une fonction qui serait finalement une fonction bonus, qui serait une fonction pas intéressante, ou du moins qui serait un petit plus qu'on apporterait, un petit plus fonctionnel, mais finalement qui n'est pas attendu forcément par le client. Là où du coup le budget qu'on aurait mis sur cette fonction-là, on aurait oublié de le mettre sur quelque chose qui est vraiment primordial au niveau du projet du client. Forcément, on a une étape de conceptualisation, donc c'est là que suite à ce travail-là de vraiment clarifier le besoin et s'assurer de répondre aux bonnes fonctions, aux bons usages, on va procéder à un travail classique de créativité avec les designers, avec les concepteurs. Et puis forcément, il y aura un choix à faire. Comment on fait ce choix, on le verra un peu plus tard, comment on arbitre, comment on score les différentes propositions et comment on s'assure que celle qu'on va proposer est la plus pertinente par rapport aux besoins formulés et exprimés avec le client. Donc pour cette petite démonstration, on a choisi de prendre un petit cas d'école. Donc Jules Beau, qui est un acteur français de la lunette important, hein, une entreprise plus de centenaire du Jura, avec qui Maison CLR collabore depuis plusieurs décennies, je dirais. Donc la demande, la voici. Pour le coup, on avait un cahier des charges très bien formulé et pêle-mêle, la demande était la suivante. Donc le produit doit être destiné à être vendu à être distribué, enfin à permettre de distribuer de la lunette dans les magasins de sport généralistes ou spécialisés, donc pour le vélo ou le ski, dans les magasins chez les opticiens, avoir un format compact, une bonne stabilité. Il devait, important, permettre de verrouiller les lunettes sur le présentoir, parce qu'on n'est pas sur de la lunette premier prix, hein, on est sur des lunettes, des montures qui peuvent aller jusqu'à 200-250 €. Donc on a des systèmes de verrouillage de lunettes qui existent et qui permettent de rendre ces systèmes anti-vol. Mais pour autant, il faut que ce système anti-vol soit déverrouillable pour que justement les clients puissent essayer les produits, que l'opticien puisse, ou le vendeur puisse les mettre à disposition du client sans les abîmer. Il faut forcément des surfaces pour apporter de la communication autour de la marque, autour des innovations techniques liées au verre. Il faut prévoir un miroir, il faut donc présenter les lunettes potentiellement sur des échelles de lunettes. Les échelles de lunettes, c'est ce qu'on voit ici. C'est des systèmes qui justement peuvent être verrouillables avec une forme de clé il y a une articulation qui permet de verrouiller les montures de lunettes. Forcément, il faut que le logo de la marque Jules Beau apparaisse. Et il faut aussi, alors après on est plus sur des notions logistiques, il faut que ça puisse résister au voyage du colis, du produit qui va être livré en Europe, mais aussi, et je ne l'ai pas marqué, au Canada. Il faut que le produit ait un minimum de durée de vie de 5 ans en magasin, il faut du carton individuel, le produit doit être livré monté, et voilà, et mettre à disposition les pièces détachées pour prolonger la durée de vie du client ou faire du SAV si des pièces venaient à être endommagées. Voilà, ça c'était la demande initiale. Donc comment on va procéder avec toutes ces demandes pour les trier, et pour se dire à laquelle on va répondre en premier, comment on va s'organiser pour répondre à cette demande. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là on voit le produit précédent qui servait le même usage chez Jules Beau, et la remarque qui était faite, c'est que le produit était lourd, le système de verrouillage des lunettes endommageait les montures, donc ils souhaitaient penser un autre système pour présenter ces collections de 12 lunettes. Donc première étape de l'analyse fonctionnelle, on va utiliser ce qu'on appelle un bêta-corne, diagramme bêta-corne, donc à qui le produit rend service,
sur quoi agit-il, le nom du produit et dans quel but. Autre outil qu'on peut utiliser, alors beaucoup plus simplement que la conférence d'avant, je ne sais pas si vous y avez assisté, mais on était plus sur l'analyse du cycle de vie très très poussée. Là, on parle d'une analyse de cycle de vie assez simple qui permet de classer les idées qu'on avait dans le cahier des charges. Par exemple, quand on parle de livraison, qui, quand, où, combien, pourquoi, et voilà, livraison où, par exemple, on va mettre Europe, Canada. Combien, c'est un produit par carton, puisqu'on a un emballage unitaire. Pareil pour le stockage, pour l'utilisation, on va procéder comme ça, on va trier tout ce qu'on connaît en fait sur l'utilisation du produit pour chaque étape, pour organiser un peu nos idées, et ça va nous aider ensuite à venir écrire toutes les fonctions auxquelles le produit doit répondre. Donc, je reviens à notre fameux bêta-corn au-dessus, là. Donc, il y a plein de manières d'y répondre. Vous allez voir, c'est intéressant à utiliser comme outil, parce que, basiquement, et c'est celui-là le plus pertinent, hein, on va dire, à qui le produit rend-il le service? Forcément, c'est au vendeur en magasin, puisque c'est lui le premier concerné, c'est lui qui va utiliser le présentoir à lunettes pour mettre à disposition les produits à ses clients. Sur quoi agit-il notre produit? Donc, notre présentoir de 12 lunettes sécurisées, il agit sur des paires de lunettes. Dans quel but? Vendre des lunettes sans se les faire voler, parce que je rappelle qu'il faut un système de sécurité pour éviter que les lunettes puissent être volées. On peut aussi se poser la question, et ça c'est intéressant, on peut changer un peu d'angle de vue en se disant, en fait, oui, c'est comme ça que la demande est exprimée par le client. Mais il ne faut pas oublier que à qui le produit rend-il service, ça peut aussi être à la marque, à Jules Beau, parce que et sur quoi agit le produit. Donc le présentoir à lunettes, il agit sur le point de vente. Et dans quel but? D'un point de vue de Jules Beau, c'est vendre des Jules Beau, c'est pas vendre des lunettes. L'opticien lui va vouloir vendre des lunettes, Jules Beau il veut vendre des Jules Beau. D'accord? Et puis après, on peut aller un peu plus loin dans notre réflexion. Ça, je l'ai mis un peu pour caricaturer, mais on se rend compte que sur certains produits, ça peut être intéressant de caricaturer la chose en se disant sur quoi le produit rend-il service à la société, sur quoi agit-il sur le vol de lunettes, et dans quel but attraper les voleurs de lunettes, par exemple. Si on voulait que, je sais pas, un présentoir qui prenne une photo de la personne qui a voulu fracturer le présentoir de lunettes pour voler des lunettes. Bon, on n'est pas là, mais sur certains produits, ça peut être utile d'essayer un peu des choses farfelues comme ça pour trouver des petites innovations techniques ou des petites innovations d'usage qui peuvent être intéressantes à travailler. Alors après, je vais passer rapidement là-dessus, mais ça c'est un outil qui est crucial dans l'analyse fonctionnelle, qui s'appelle le diagramme d'environnement ou diagramme pieuvre, et qui va nous permettre de faire les liens entre tous les acteurs qui tournent autour du projet, ou tous les environnements autour du projet. Donc là, j'ai mon produit au centre, et mes acteurs ou mon environnement, ça va être le vendeur, ça va être le magasin, ça va être les lunettes, ça va être la marque, ça va être le client utilisateur de lunettes ou essayeur de lunettes. Et en faisant plein de croisements comme ça, et en essayant d'être exhaustif avec toutes les notions qui vont tourner autour, ça va me permettre de lister des fonctions et l'ensemble des besoins auxquels le produit doit répondre. Alors c'est une étape un peu fastidieuse, à laquelle il ne faut pas porter trop de lourdeur selon les projets. On a souvent tendance à aller très très loin sur des sujets qui ne le justifient pas. Voilà, il faut savoir l'adapter aux besoins du projet. Hop, c'est dans ce sens-là, ouais. Donc une fois qu'on a listé les fonctions, je ne vais pas rentrer dans le détail de la liste des fonctions. J'ai une version simplifiée juste après, qui est plus parlante. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de les classer par importance, ces fonctions. Comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas mettre tout le budget du projet sur une fonction qui serait anecdotique, qui serait bonus, qui ne serait pas indispensable. Donc il y a une technique qui est très très simple et qui marche très bien, c'est de confronter les fonctions une à une. Par exemple, doit permettre à la marque de communiquer. Je peux la croiser avec doit préserver l'intégrité des lunettes. Qu'est-ce qui est le plus important? On va s'efforcer de choisir parce qu'il faut faire un choix. Est-ce que c'est plus important
de ne pas rayer les lunettes lorsqu'on les verrouille ou qu'on les déverrouille, ou est-ce que c'est plus important de communiquer sur la marque? Je pense que c'est un peu plus important de justement ne pas abîmer les lunettes et que la fonction permette d'avoir une surface de communication vient de manière secondaire. Et en fait, en croisant une à une toutes les fonctions, ça va nous sortir de manière assez mathématique, assez mécanique, un classement par importance des fonctions qui peut avoir cette allure-là. Donc là, je l'ai simplifié ici, hein. Alors comme je disais tout à l'heure, fonction sécurité, sécurité de l'utilisateur, elle va souvent ressortir en premier. Parce que c'est un impondérable, on peut pas faire sans forcément. Mais dans l'ordre, on va avoir des fonctions qui sont sur la visibilité des modèles, sur la fonction anti-vol du produit, sur les fonctions qui ont attrait à la promotion de la marque, sur le respect de l'intégrité des lunettes, surface de communication, miroir, l'accès et la préhension pour faire essayer le modèle au client, l'adéquation au code de la marque, la résistance, durabilité, stabilité, réparabilité, etc. Donc ça, c'est un classement naturel qui va se faire avec cet exercice en fait, de confrontation des fonctions une à une, ce qui va me donner un scoring, et en fait en pourcentage. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, alors c'est pas aussi simple que ça, mais on peut schématiser en disant, bah, clairement, là j'ai 100% du budget, et ben cette fonction-là, je ne dois pas dépasser 8% de mon budget. Parce que sinon, je suis en inadéquation avec le besoin initial du client. Par contre, si j'arrive à répondre totalement à cette fonction, promouvoir la marque, en mettant 5% du budget, mais qu'en termes de valeur, cette fonction, elle ressort là à 11%, là, je suis performant dans la réponse que je vais donner. Et ensuite, on va pouvoir sortir ce genre de graphe. Alors, comment il se lit, ce graphe ? Donc on va retrouver nos fonctions avec la force qu'elles sont censées avoir et du coup vous avez compris le pourcentage de budget qu'elles doivent représenter. Et cette courbe là de Pareto en fait en cumul va nous dire à quel niveau, à quel pourcentage d'atteinte des fonctions je suis si je réponds justement à ces fonctions. C'est-à-dire par exemple on se rend compte qu'en répondant aux 4 premières fonctions, j'ai 60% des atteintes aux objectifs qui sont faites. Et je peux jouer comme ça à classer mes billes un peu différemment. Si je vais jusque-là, j'ai 80% des objectifs qui sont remplis. Si je réponds à ces 5 fonctions-là, plus ces deux-là, pareil, j'ai 80% des objectifs qui sont remplis par rapport aux attentes du client. Ou je peux répondre à l'ensemble des fonctions demandées par le client à 100%. Voilà. Mais en jouant là-dessus, on va pouvoir justement moduler notre budget et se dire, si je compare par exemple ces deux niveaux-là où on a 80% d'atteinte des objectifs dans les deux cas, là on a intégré par exemple la fonction avoir un miroir. Mais je n'ai pas forcément traité totalement la fonction préhension accès. Ou la fonction adéquation au code esthétique de la marque. Je peux faire le choix, finalement, en ajustant avec le client, de ne pas traiter cette fonction miroir, parce qu'on part du principe, je ne sais pas, que sur les points de vente, des miroirs, il y en a par ailleurs, et il n'y en a peut-être pas besoin sur le dispositif, le meuble qu'on va proposer. Et dans ce cas-là, je m'évite de traiter ce sujet miroir pour davantage traiter deux fonctions qui sont là, par exemple. Voilà. Après, c'est une question de choix, c'est une question d'option. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, en plus de ça, on va mettre des niveaux de flexibilité. Convenu toujours avec le client, hein, en questionnant le client sur la découverte de son besoin, on va se dire, est-ce que là, la sécurité, non, c'est pas négociable. Rendre la visibilité des modèles, c'est pas quelque chose de négociable. Voilà. Par contre, le système anti-vol, peut-être qu'on peut. Qu'est-ce qu'on appelle anti-vol? Qu'est-ce qu'on appelle sécurisé? Jusqu'où on va dans la sécurisation? Ça, il y a peut-être un niveau de flexibilité. Avoir justement le miroir, je disais, là, vert, il y a une forte flexibilité. C'est bien si on le fait. Par contre, à discuter au cas où.
Et après, voilà, alors je passe l'étape de conceptualisation, vous connaissez certainement, de créativité, on va passer par des étapes de brainstorming en partant de ce cahier des charges un peu structuré sous cette forme-là. Et on va sortir A, B, C, D, 4 concepts. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas tant les concepts qu'on sort, c'est juste d'observer comment on va pouvoir scorer l'atteinte des objectifs en face de chacun de ces concepts. Donc on reprend notre classement des fonctions, on y ajoute délai et coût. Et là, on se rend compte que la première version, on est sur quelque chose de très basique. Donc on se dit tout de suite, forcément, ouais, l'atteinte niveau coût, il n'y a pas de souci. Pareil, les délais, il n'y a pas de raison qu'on soit sur quelque chose de long à fabriquer, même si il n'y a pas forcément de matériaux particuliers à aller acheter, qui auraient des délais d'approvisionnement longs, par exemple. Et voilà. Donc l'atteinte au niveau délai, en plus le temps de conception est faible. On ne va pas passer par X prototypes pour affiner, le concept. Donc c'est un délai qui va être court. Par contre, en termes de sécurité, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une petite erreur. On aurait dû être à 0. Ah, j'ai perdu la présentation. Visibilité des modèles. Donc là, il y a une erreur. On est à 0. Visibilité des modèles. Bon, ils sont effectivement très visibles. Il n'y a rien qui nuit il n'y a rien qui nuit à leur visibilité. C'est la fonction anti-vol, pardon, qui est à 0 puisqu'il n'y a pas de fonction anti-vol ici. Promouvoir la marque, bon, c'est assez moyen puisqu'il y a juste une petite surface d'expression qui est assez faible. L'intégrité des lunettes, bon, il n'y a pas de raison qu'elles soient abîmées, donc on est plutôt bon. Surface de communication assez faible. Miroir, il n'y a pas de miroir. Et voilà, je vais faire vite. Mais on se rend compte que celui-là, voilà, on est sur une atteinte des coûts qui est assez élevée. Par contre, fonctionnement parlant, c'est pas top par rapport à la demande initiale du client. Là, on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Il y a une surface d'expression qui est plus élevée. La présence de la marque, on peut mieux la mettre en avant. L'intégrité des lunettes, il n'y a pas de souci. L'appréhension, l'accès, la visibilité, elle est peut-être un peu moins bonne puisque effectivement, on va ne voir à chaque fois. Il a 4 faces, ce présentoir. On ne va voir que 3 paires de lunettes à chaque fois. On n'a pas une vue d'ensemble comme le souhaitait le client. Donc, on répond moins bien ici. Voilà. En termes de stabilité, pas de souci. De réparabilité, pourquoi pas. On est en plusieurs pièces. Les visuels peuvent être changés, en plus mis à jour en fonction de l'actualité commerciale. Donc, pourquoi pas. Version C, là, on est sur quelque chose qui est pour le coup très intéressant au niveau anti-vol, hein, puisqu'on est sur des échelles articulées avec une serrure de verrouillage. Et voilà, donc là, on est en termes d'anti-vol, on est au top. Par contre, comme je disais tout à l'heure, intégrité de la lunette, on est sur des choses qui peuvent rayer la monture, donc c'est pas folichon. On n'a pas de miroir. Voilà, enfin, je vais pas tout faire. Vous avez compris la démarche. Et puis, on a ce dernier concept qui lui est tout simplement une vitrine, qui rend très visible les produits. Niveau anti-vol, donc on la voit pas, mais on a une serrure ici qui permet de fermer l'ensemble des lunettes. On présente bien 12 lunettes, on a un petit miroir, on a une surface de communication, alors qui est peut-être plus limitée qu'ailleurs, mais présente. On répond au code de la marque. Par contre, en termes de coût, on va peut-être être un poil au-dessus du budget du client. En termes de délai, on sera forcément moins pertinent qu'ici. Mais pour autant, sur celui-ci, on a plutôt atteint les objectifs. Et c'est ce projet-là qu'on a prototypé donc pour la marque Jules Beau. Ça, c'est le prototype. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens d'expliquer, et pourquoi on prend, quel est l'angle qu'on prend nous pour justement arriver à combattre face à cette concurrence toujours plus large, c'est passer du temps sur la compréhension de la demande, questionner le besoin, pas forcément, c'est un peu caricatural, mais pas répondre bêtement à ce qu'on nous demande, parce que si on répond bêtement à ce qu'on nous demande, c'est-à-dire que tout le monde peut répondre de la même manière. Parce que si on répond bêtement, c'est une réponse bête. Donc toujours essayer de s'efforcer à chercher quel est le vrai besoin
non formulé par le client et essayer de le pousser, de le chercher, de vraiment re-questionner, mais pourquoi, qui, à quel moment, dans quel but. Voilà. Donc et ça se fait en étant en étroite collaboration avec ce client. Ça se fait pas à distance, ça se fait avec de la proximité, ça se fait avec des échanges réguliers, avec des échanges de qualité. Ça se fait en étant réactif et ça se fait aussi, on vient de le voir, en utilisant des démarches adaptées, des méthodologies adaptées qui ont fait leurs preuves. On ne les a pas inventées, c'est juste qu'on se les ait réappropriées un petit peu. Et ça n'enlève pas qu'il faut malgré tout, une fois qu'on a fait ça, de la créativité. C'est des outils, c'est des aides, c'est des guides, et c'est totalement compatible avec de l'instinct, du feeling. Il faut pas opposer structuration de la démarche de création et créativité, feeling, instinct. Ça aide juste à mieux comprendre le sujet. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans mes explications et je vous remercie.